Ne pas être fasciné par Bernard de Montréal, partie 2. Il y a quelques jours, j'ai réalisé un enregistrement où je parlais de l'importance de ne pas être fasciné par Bernard de Montréal, au même titre qu'il ne faut pas être fasciné par n'importe quel instructeur, maître, n'importe quel individu qui peut véhiculer des informations, une instruction, et que ce soit des êtres ascensionnés, des extraterrestres, des anges, des guides, etc. Il faut être libre de toute forme de fascination par rapport à n'importe quelle personne, et ça inclut également la personne qui vous parle. Il ne faut surtout pas être fasciné par mes propos. Et en lien avec cet enregistrement où je parlais entre autres de l'importance de ne pas être fasciné par Bernard de Montréal, j'ai reçu un courriel de la part de Samuel qui a écrit sur cette page YouTube de l'enregistrement qui a été produit, que vous pouvez entendre. Le commentaire suivant, étant donné que j'ai trouvé intéressant ce commentaire, j'ai décidé à présent de vous le lire et de faire suite à ce dernier par des propos. Donc, je vais commencer à le lire et par la suite commenter. Alors, je salue bien entendu Samuel qui a pris le temps de m'écrire ce commentaire en lien avec l'enregistrement que j'ai produit. Donc, voici comment débute ce propos. Alors, il écrit « Ça serait possible de détruire Bernard de votre conscience le jour que vous aurez l'autorité sur la vôtre. » Donc, je ferme les guillemets. Alors, c'est sûr qu'éventuellement, il faut être libre de la forme de Bernard. Donc, Bernard qui a détruit certaines formes, éventuellement, il faut être capable de se dégager de la forme qu'est l'instruction de Bernard qui a été véhiculée pour se brancher sur sa propre identité pour aller plus loin. Donc, lorsqu'on aura l'autorité sur qui on est, bien à ce moment-là, on est libre de l'autorité de Bernard ou de d'autres personnes parce qu'on est dans notre identité. Je vais continuer à lire son propos. D'ici ce temps-là, il faudrait que les gens apprennent à favoriser la communication interne pour comprendre plusieurs aspects de leur propre vie. Donc, je ferme les guillemets. Donc, c'est sûr que lorsque les gens sont à l'écoute de l'intériorité, ce que ça leur dit en eux, bien, à ce moment-là, ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc, c'est sûr que si on n'est pas attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça devient plus difficile d'appréhender le réel parce que notre perception est simplement limitée aux formes et on ne perçoit pas la vibration derrière les formes. Donc, notre portrait de la réalité n'est pas complet parce que à ce moment-là, le portrait qu'on peut avoir du réel est simplement limité aux apparences. On n'a pas accès aux substances qui sont derrière. Donc, on a simplement accès à une vision partielle de la réalité et qui ne permet pas de cerner les choses en profondeur. Je continue à lire son propos. L'émotionnel est toujours relié à l'attachement à une forme pensée qui crée de l'incompréhension empêchant le développement de l'objectivité. Déjà, juste neutraliser l'émotion pour en vivre un minimum, c'est beaucoup rendre la communication plus optimale. Alors donc, je ferme les guillemets. Donc, c'est sûr que si on est capable de neutraliser l'attachement à toute forme pensée qui peut exister, que ce soit l'instruction de Bernard, l'instruction de Maître Ascensionné, l'instruction que des individus disent avoir canalisé d'anges ou d'extraterrestres, si on est capable de se détacher de tout ça, bien, à ce moment-là, on est capable de regarder ça détaché d'un attachement émotionnel qui va polariser notre regard. Donc, qui nous empêche de voir les choses avec objectivité parce qu'on reste dans la subjectivité. Et c'est sûr que le détachement de la forme de Bernard, qui est pour moi une forme d'initiation, donc être capable d'aller au-delà d'une personne qui, de par ses textes, ses enregistrements, m'a amené à aller plus loin, bien, c'est une forme de dépassement à mon niveau. Certaines personnes vont avoir dans leur vie à apprendre à se détacher de l'autorité, par exemple,
de la royauté ou de la fascination qu'ils peuvent avoir à l'égard de la famille royale parce que ils sont fascinés par tout ce qui est associé au roi, aux reines, à la royauté. D'autres vont être fascinés par des joueurs de hockey. D'autres vont être fascinés par des vedettes du domaine de la musique d'Hollywood. Donc, il y a différents niveaux de fascination que les gens vont connaître en fonction de leur faille d'âme et de leur champ d'intérêt. Donc, c'est sûr que si la personne est passionnée par le hockey, de lui parler, par exemple, de Piquet Souban ou de d'autres joueurs de hockey vedettes, que ce soit Maurice Richard et autres, bien, tout de suite, ça va attirer leur attention, leur intérêt. Alors que si la personne n'est pas intéressée par le hockey, elle n'aura pas de problème de fascination à l'égard de vedettes de hockey. Par contre, elle peut vivre de la fascination à l'égard de vedettes de la musique. Si on pense entre autres aux Beatles, qui, lorsqu'ils étaient arrivés en Amérique en avion, eh bien, il y avait des filles hystériques qui criaient à leur arrivée, puis également dans leur spectacle, parce qu'elles vivaient une fascination émotionnelle à leur égard. Donc, ça, c'est par rapport à leur intérêt à l'égard de la musique. Mais il y a différents types de fascination. C'est sûr qu'une bonne partie de l'humanité est restée fascinée au niveau instinctif, l'aspect animal du corps physique, c'est-à-dire la sexualité. Et ça se reflète par le visionnement de vidéos sur Internet qui font allusion directement ou explicitement à la sexualité. Donc, une grande partie de l'humanité est fascinée par la sexualité. Certaines personnes qui évoluent du stade instinctif au stade émotionnel deviennent par la suite fascinées par des téléromans, par des films qui leur font vibrer émotivement, par des drames, par des ruptures, par la comédie aussi, l'humour. Donc, la vibration émotionnelle. Ensuite, il y a des gens qui vont être fascinés, mais au niveau de l'intellect, c'est un peu plus subtil, donc par la connaissance. Donc, des gens qui vont vivre une fascination à écouter des documentaires sur différents sujets. Ça peut être des documentaires qui présentent de l'information historique sur des informations également qui ont trait au dernier développement technologique, et ainsi de suite. Donc, c'est une forme de fascination un peu plus subtile que la fascination à l'égard de la sexualité. Et éventuellement, un peu plus loin, les gens dans leur développement peuvent se spiritualiser et là devenir fascinés par des maîtres spirituels, des coachs dans le domaine de la croissance personnelle, des chamans, des moines tibétains. Ensuite, ça peut être par des gens qui se qualifient comme étant des maîtres ascensionnés, des médiums étant capables de canaliser des enseignements d'anges, d'extraterrestres, et ainsi de suite. Et éventuellement, parmi ces individus, il peut y avoir un certain nombre de personnes qui, après avoir été fascinées par le mental inférieur, donc l'intellect, avec des documentaires, ensuite s'ouvrir un peu de spiritualité, donc monter en relation avec des entités sur les hauts plans astraux qui sont fascinés par des êtres à caractère spirituel, des caractères mystiques, messianiques ou même ufologiques. Il y a des gens qui deviennent fascinés par des êtres qui touchent au mental supérieur, c'est-à-dire qui vont véhiculer une vibration de l'esprit et ces êtres-là doivent éventuellement se dépouiller, se libérer de ce type de fascination qu'ils peuvent avoir à l'égard de maîtres de haute conscience, parce qu'il y a des gens qui touchent à la haute spiritualité et qui touchent un petit peu au plan mental. Donc, il y a de la haute spiritualité qui peuvent être enrobées sur le plan vibratoire, qui est véhiculé dans la parole de certains conférenciers. Donc, il peut y avoir des conférenciers qui touchent à une vibration un petit peu mentale, un petit peu astrale, parce que leur intégration de l'énergie mentale n'est pas complète. Mais ultimement, il ne faut pas être fasciné non plus par des gens qui auraient intégré complètement l'énergie mentale, donc des initiés, pour être totalement libres de toute forme de fascination. Ou des gens qui ont une vibration extrêmement forte et mentale, claire et définie, comme Bernard de Montréal. Et éventuellement, il faut être au-delà de toute forme de fascination qui peut exister au niveau de la forme, à la fois la plus dense, au niveau instinctif, un peu plus subtil, émotionnel, intellectuel et vibratoire. Donc, il faut aller au-delà de tout ça pour rentrer dans son identité
Et c'est le défi auquel tout individu qui est impliqué dans un cheminement d'éveil de conscience est appelé à aller. Et c'est sûr que pour se dépouiller de ces différentes formes d'impression, ça demande une capacité de se nourrir de plus en plus d'une nourriture subtile. Donc, quelqu'un qui se nourrit d'impressions à caractère sexuel, c'est plus bon en vibration, bien que la sexualité a son utilité. Ici, le but, c'est pas de faire le mépris de la sexualité, mais de réaliser que l'énergie instinctive qui provoque une excitation sur le plan physique, la stimulation des organes génitaux, un changement dans la respiration, donc une modification du fonctionnement physique, une respiration qui est altérée, la personne qui est pâmée, etc. Donc, ça, c'est une forme de nourriture au niveau physique et que son utilité pour la reproduction, entre autres, de l'espèce. Et ensuite, une nourriture plus subtile émotionnelle, intellectuelle, et une nourriture plus subtile vibratoire. Donc, quelqu'un qui se nourrit d'informations à caractère vibratoire, ça active le corps mental. Donc, quelqu'un qui écoute un enregistrement à caractère supramental, il y a le mental supérieur qui va vibrer simultanément au moment qu'il va entendre la parole d'un conférencier qui véhicule cette vibration, comme si son mental était doté de diapason qui se met à vibrer en syntonie avec une note de musique qui permet de percevoir ce signal et de l'amplifier et qui fait écho à cet aspect-là en lui-même. Mais éventuellement, l'individu doit se nourrir de sa propre vibration, vivre l'autonomie psychique et être libre de toute forme de fascination parce que tant qu'il est fasciné par quelque chose, il n'en est pas libre. Et il y a différents niveaux. C'est sûr qu'il y a des formes de fascination qui sont évidentes. Donc, quelqu'un peut être, par exemple, fasciné par l'argent, l'alcool, la drogue. Et quand que ça devient pathologique, dysfonctionnel, il y a des gens qui doivent faire des thérapies face à des problèmes d'excès. Donc, quelqu'un qui est trop fasciné par la drogue, ça devient plus fort que lui. Il va consommer de la drogue. Il n'est pas capable de dire non lorsqu'il lui vient en tête l'idée de consommer de la drogue ou ce qu'un individu lui en propose. Parce qu'il n'a pas développé une volonté ferme de se libérer de cette forme d'influence et de fascination sur lui. Donc, à ce moment-là, il va consommer de la drogue parce qu'il est assujetti à l'influence de la drogue. Mais éventuellement, il doit aller au-delà de ça et être libre dans le mental et faire ce qu'il doit faire en fonction de lui-même sans réagir en fonction d'une forme de conditionnement. Et ça, c'est le défi de l'individu qui se conscientise, d'être libre de toute forme de dépendance et de fascination qui sont engendrées. Et les dépendances existent tout simplement parce que l'individu n'est pas capable de manifester une vibration par lui-même qui le stimule suffisamment. Donc, quelqu'un qui n'est pas assez stimulé dans sa vie va chercher un complément, entre autres, de stimulation à travers la drogue pour se sentir dynamisé. Mais si la personne est capable de se dynamiser elle-même avec une parole vibratoire, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de consommer de la drogue, elle n'a pas besoin de jouer à des jeux de hasard ou vivre une sexualité compulsive ou également faire de manière compulsive des achats sur Internet de petits souliers dans des boutiques en ligne pour se sentir exister. Parce qu'elle n'a pas besoin de se nourrir de l'extérieur pour se sentir pleine, pour masquer un vide intérieur, parce que lorsqu'elle est capable de canaliser volontairement de manière consciente la vibration et de s'en nourrir, elle est pleine de l'intérieur, c'est-à-dire de l'énergie qu'elle canalise de son propre esprit. Donc au lieu d'être une coquille vide qui cherche à être remplie par l'extérieur pour avoir un sentiment de plénitude et d'exister, elle intègre la vibration qui vient du plan mental, donc elle intègre une descente d'énergie qui provient du plan supramental en elle et qui la remplit. Donc à ce moment-là, au lieu d'être une coquille vide, elle devient une coquille pleine d'énergie et elle se suffit à elle-même, elle devient complète. Parce que tant que l'être humain n'a pas intégré l'énergie du plan mental, il demeure incomplet, c'est-à-dire qu'il demeure un être en voie de développement psychique. Parce que la personne qui fonctionne simplement au niveau de la forme et n'a pas la capacité d'intégrer l'énergie et de travailler avec l'énergie, à ce moment-là, elle n'est pas aussi dans un état de complétitude
un état d'entièreté que la personne qui se sent comme étant une coquille pleine. Donc, elle n'a pas besoin de se faire remplir de l'extérieur d'elle pour se faire dynamiser, parce que le simple fait de manifester l'intelligence créative à travers elle, à travers la parole et l'écrit, la suffit. Donc, voilà, de mon point de vue, le point que je vise à atteindre. Et c'est sûr que c'est en échangeant avec des personnes comme Samuel ou autres, à travers des activités que je fais sur Internet, qui peuvent être commentées sur ma chaîne YouTube, que je me construis et me redéfinis en vertu d'une intégration plus grande, plus profonde, plus ajustée de la vibration de mon propre esprit. Je vais continuer à lire le commentaire de Samuel parce qu'après tout, il en restait encore une partie à commenter. Il a écrit « Bernard doit seulement être un confirmant de ce que vous savez, non être le formateur des formes que votre double ne pourra pas vous démontrer synchronistiquement pour la compréhension du fond derrière les formes. » Hey, il y a un nouveau mot ici, synchronistiquement, là. Il veut dire par synchronicité, j'imagine. Donc, autrement dit, Bernard peut servir à confirmer des choses qu'on sait en écoutant son instruction et non être le formateur des formes que votre double ne pourra que vous montrer synchronistiquement. Donc, c'est sûr que il ne faut pas vivre en fonction des formes qui sont véhiculées par Bernard, mais plutôt saisir la vibration derrière. Et idéalement, c'est de partir de soi-même, de son propre élan créatif pour manifester des choses et regarder à travers l'instruction Bernard les choses qui font écho à notre réalité. Donc, je vais poursuivre à lire son commentaire. J'ouvre les guillemets de nouveau. À présent, il est écrit « Il est mieux de ne pas prendre ce que Bernard disait pour acquis. » Je ferme les guillemets. Tout à fait. Parce que si on prend quelque chose pour acquis sans le vérifier, c'est qu'on adhère à ce moment-là spontanément à une forme. Et en faisant ça, on tombe dans le même piège que certains disciples de sectes dans lequel ils ont tombé, c'est-à-dire de la croyance. Donc, si on ne vérifie pas quelque chose et on le prend pour acquis, pour du cash, pour employer une expression québécoise, pour argent comptant, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut se faire avoir ou manipuler parce qu'on n'en fait pas l'évaluation et on se comporte aussi comme un être en état de demi-évolution. C'est-à-dire qu'on est capable de percevoir une information, mais on n'a pas l'esprit critique pour la traiter intelligemment. C'est-à-dire un être de croyance, un être qui n'a pas intégré totalement sa conscience. Parce que quelqu'un qui a intégré totalement sa conscience, il vit une autonomie psychique qui fait qu'il évalue tout. Et à ce niveau-là, je vous dirais que, au fil du temps, mon esprit critique à l'égard de l'instruction de Bernard s'est précisé. Il y a des expressions qu'il utilise que je n'utilise pas à travers mes enregistrements parce que ça rejoint moins ma sensibilité. Lorsqu'il parle, par exemple, de conscience jupitérienne, je n'utilise pas cette expression-là parce que ça peut mystifier des gens, au même titre qu'initiation solaire. Je reconnais que ça peut avoir une utilité, ces expressions. Par contre, il y a des pièges qui peuvent être liés à ça, parce que là, si les gens entendent le mot conscience jupitérienne, ils peuvent se demander, bon, est-ce que je vais avoir la conscience de quelqu'un qui habite sur la planète Jupiter? Puis est-ce qu'il existe une conscience martienne? Est-ce qu'il existe une conscience vénusienne? Et ainsi de suite. Donc, étudier ces consciences-là, associées à des planètes, pour moi, c'est pas nécessairement utile. Moi, je préfère travailler avec la forme, tout simplement, de dire qu'il existe une conscience qui est vibratoire, de nature mentale, puis une conscience astrale. Donc, j'utilise pas nécessairement d'autres catégories, au même titre que certaines personnes vont utiliser des catégories issues d'approches spirituelles sans les remettre en question. Donc, quelqu'un peut envisager l'être humain comme étant un être composé de 7 aspects, donc avoir une conception septenaire de l'être humain, avec une conception physique, éthérique, une conception astrale, intellectuelle, mentale, bouddhique, atmique, ensuite absolue. Mais de parler de ces conceptions-là, si la personne, en lien avec ces concepts, les vit, c'est correct pour elle. Moi, je n'expérimente pas ça. Donc, c'est sûr que si moi, je ne perçois pas, par exemple, de distinction entre le plan astral et le plan bouddhique,
Parce que pour moi, une conscience bouddhique, c'est une conscience de haute spiritualité. C'est pas un plan d'énergie qui est au-delà du plan astral, mais c'est plutôt, en fait, la philosophie bouddhique auquel cette notion peut se rattacher, c'est une conscience de haute spiritualité, donc qui doit être inclus dans le plan astral. Donc, la façon de percevoir la réalité que j'ai m'est propre. Et c'est sûr que si quelqu'un utilise des notions et que je ne les perçois pas, ben, moi, je n'utiliserai pas ce vocabulaire-là pour lui faire plaisir si ça ne fait pas écho à une réalité à l'intérieur de moi, parce qu'à ce moment-là, je tombe dans le piège de la croyance. Donc, autrement dit, il y a des gens qui sont fascinés par des instructions qui proviennent du passé, mais si ces gens-là n'ont pas la capacité de les comprendre et de les saisir par leur vibration, leur sensibilité, bien, à ce moment-là, ça devient simplement des formes mémorielles qu'ils accumulent dans leur musée intellectuel à l'intérieur d'eux, mais qui ne font pas écho à une réalité qu'ils peuvent sentir et vivre dans leur quotidien. Donc, c'est sûr que si dans mon quotidien, je perçois une forme à caractère astral et que je ne vois pas de distinction entre une forme astrale et ce qu'une personne me dit comme étant une forme bouddhique ou atmique, ben à ce moment-là, j'utilise le vocable forme astrale. Et c'est sûr que c'est la même chose qui s'applique par rapport à l'enregistrement que je produis. Donc, être libre de toutes les formes, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, d'ailleurs, j'ai eu la chance de parler avec une femme qui écoute les enregistrements que je produis, et elle me disait, elle regarde le concept d'entité auquel je fais abondamment allusion dans mes enregistrements, elle ne le perçoit pas. Bien, j'ai dit, écoutez, si vous ne le percevez pas, c'est correct. Même chose pour un autre auditeur avec lequel j'ai eu la chance de discuter. Donc, si vous ne le percevez pas, c'est correct. Moi, j'aime mieux que vous me dites que vous ne le percevez pas, que vous me disiez que vous percevez des choses alors que c'est pas réel. Par contre, ces personnes-là me disent « Ah, je perçois l'énergie. » Bon, mais si vous percevez de l'énergie, travaillez à votre perception, à partir de votre perception d'énergie, que ce soit une énergie plus astrale ou mentale, plutôt que de travailler avec la notion de perception d'entité. Même chose avec l'un de mes correspondants avec lequel j'ai eu quelques échanges par courriel, qui a également une chaîne sur YouTube, qui n'affectionne pas nécessairement le concept d'entité. Si vous n'affectionnez pas ces concepts-là ou ça ne fait pas écho à votre réalité, parfait. Vous n'utilisez pas. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, moi, si ça fait écho à ce que je perçois, j'utilise ces notions-là parce que l'objectif à travers les enregistrements que je produis, c'est d'exprimer la perception que j'ai de la réalité avec le plus de justesse possible pour rendre à travers la parole une expression qui est adéquate par rapport à ma sensibilité, ma vibration. Bien entendu, ça peut diverger de d'autres personnes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui non seulement ne perçoivent pas d'entité, mais ne perçoivent pas non plus les énergies. Et c'est correct ainsi, parce que il ne faut pas que des gens soient amenés à utiliser un vocabulaire qui ne reflète pas leur réalité, parce qu'à ce moment-là, ça serait un usage qui est inapproprié et ça amènerait les gens à tomber dans des formes de croyances. Donc, quelqu'un qui fait allusion au concept d'entité en ne percevant pas l'entité, à ce moment-là, va croire à ce concept-là sans l'avoir vécu et vérifié dans son expérience personnelle ou une lecture sur le plan vibratoire. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de vivre certaines choses pour en avoir une compréhension. Par exemple, la personne qui fait des opérations chirurgicales sur des patients qui sont atteints du cancer, il n'est pas obligé, ce médecin-là spécialiste, de comprendre le cancer par un vécu personnel, donc avoir été atteint du cancer, pour pouvoir faire adéquatement des opérations auprès de patients atteints du cancer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas beaucoup de chirurgiens spécialisés pour faire des opérations, si ce serait seulement des personnes qui ont réussi à guérir du cancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent à l'époque présente. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir le vécu de certains éléments pour en parler à travers la parole, si vous en ressentez la vibration. Pour conclure cet enregistrement, dans un autre ordre d'idée, après avoir lu le message de Samuel qui m'a amené à prendre la parole, ce que je veux mentionner, c'est que
En plus de ne pas être fasciné par Bernard de Montréal et également d'autres instructeurs, certaines personnes au Québec ont été fascinées par Daniel Kemp, qui a donné une instruction supramentale ici dans les années 90. D'autres ont été fascinés par d'autres personnes. Mais le point, c'est qu'éventuellement, il faut ne pas non plus être fasciné par son propre double, son propre esprit, et ultimement être libre de tout ça. Mais de mon point de vue, le test de réalité ultime pour voir si on est libre de la fascination, c'est de ne pas être fasciné par sa propre source. Parce que là, on peut tomber dans des pièges. Quelqu'un qui est fasciné par l'intelligence créative qui s'exprime à travers lui peut devenir un maître, peut devenir un gourou, peut développer une forme d'orgueil lié à sa personne. La personne peut s'imaginer être un dieu, un maître ascensionné et augmenter son niveau d'orgueil. Donc, l'un des pièges ultimes, c'est lorsque la personne entre en contact avec la lumière de sa propre contrepartie cosmique, c'est de ne pas croire que parce qu'elle entre en contact avec la lumière, c'est-à-dire l'intelligence, l'information, le savoir de sa source, qu'elle est elle-même un être de lumière pour autant. Parce que c'est pas parce que la personne commence à avoir accès du réel que ça veut dire qu'elle est totalement réelle. Parce que la personne peut se réfléchir. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut commencer à avoir accès à de l'instruction de type supramental qu'elle canalise à travers l'écrit, la parole. Et, à un moment donné, se mettre à réfléchir et dire « Ah, que je suis intelligente, je pense telle chose, ou j'ai écrit telle chose, c'est du jamais vu, j'ai fait telle découverte, moi. » Donc, la personne peut avoir accès d'une manière créative sans nécessairement le chercher. Il y a un branchement qui se fait avec son esprit. Et là, ça commence à lui parler intérieurement. Et si la personne pense que ça vient d'elle, donc si elle pense qu'elle pense cette information, elle peut développer de l'orgueil et whoop, ça va couper le robinet. L'information ne coulera plus de manière fluide parce qu'elle va le réfléchir. Et là, elle va se mettre à répéter constamment les mêmes idées, tant aussi longtemps qu'elle nourrit un orgueil à l'égard de sa personne. Parce que tant que la personne est occupée à se réfléchir et à se penser intelligente parce qu'elle a eu accès à un fragment d'un savoir, ben, elle n'a plus accès au savoir parce qu'elle est occupée d'une manière totalement narcissique à se trouver belle, se trouver intelligente, donc à nourrir une forme d'orgueil. Et plus que de l'orgueil qui est nourri, et moins la personne a accès à la vibration, donc plus il est coupé de sa source, et moins elle a accès à des idées nouvelles. Il y a quelque part, c'est une bonne chose que la source coupe l'accès à l'individu à de l'information nouvelle lorsqu'il est trop orgueilleux, parce que sans ça, ça créerait des monstres. Donc, imaginez quelqu'un qui est très orgueilleux et qui se croit supérieur aux autres, qui aurait constamment accès à une information créative, ben, il pourrait créer facilement des sectes, des religions, il pourrait créer aussi des organismes politiques dans lesquels il y aurait le rôle de dictateur, et ainsi de suite. Donc, il pourrait mal utiliser les idées nouvelles qui lui seraient acheminées créativement ou auxquelles il aurait accès de par sa source. Donc, à quelque part, c'est intelligent que la source coupe le contact avec la personne en vue qu'elle n'utilise pas en vain l'instruction qu'elle reçoit ou les capacités psychiques, parce que quelqu'un qui a un orgueil très fort et qui aurait accès, par exemple, à la capacité de se dématérialiser pourrait engendrer des dégâts considérables à la surface de la planète. Donc, imaginez, par exemple, un terroriste qui prône d'une manière rigide et radicale une religion qui veut imposer au reste de l'humanité et qui aurait la possibilité de vivre éternellement dans un corps physique, bien à ce moment-là, cette personne-là pourrait faire longuement des ravages sur Terre, alors que si l'individu est inconscient et très orgueilleux, bien c'est sûr que le corps physique va finir par se dégrader et qu'il va se mettre à vieillir parce que l'énergie astrale n'est pas suffisamment élevée pour amener un renouvellement perpétuel des cellules du corps humain. Et si l'individu a une vibration qui n'est pas suffisamment haute,
bien, il ne peut pas commander psychiquement à la matière de se réajuster à une énergie mentale qu'il peut capter en état de pulsation synchronisée à elle. Donc, autrement dit, il ne peut pas nécessairement régénérer son corps à volonté. Et le régénération du corps à volonté, c'est quelque chose qui éventuellement existera chez les êtres humains, mais dans un lointain futur, parce que l'humanité présente n'est pas nécessairement assez mature pour être capable de composer avec ce type de capacité. Donc, c'est quelque chose à venir. Pour l'époque actuelle, l'une des choses fondamentales que l'être humain doit être capable de faire, c'est d'être capable d'être libre de toute forme de dépendance, comme mentionné précédemment. Donc, simple fait de ne pas être dépendant à la drogue, la sexualité, à la technologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se libèrent d'une dépendance et qui sont dans l'autre. Donc, il y a des gens, par exemple, qui arrêtent de consommer de la drogue, mais vont se garrocher dans une compulsion à écrire des textos ou à faire de l'activité physique. Et de changer une dépendance pour une dépendance, ça ne libère pas la personne totalement parce qu'elle tombe de l'influence d'une force donnée à l'influence d'une autre force. C'est sûr qu'il y a des dépendances qui sont moins dommageables que d'autres, je le conçois. C'est sûr qu'entre être dépendant de la consommation de drogue dure, comme de la cocaïne, versus être dépendant de l'activité physique, c'est moins pire, d'un certain point de vue. Mais il n'empêche pas moins que la personne est toujours dépendante de quelque chose. Et d'un certain point de vue, on peut dire que d'être dépendant de l'écoute d'enregistrement de Bernard de Montréal pour se sentir dynamisé, c'est une forme bénigne, plus douce de dépendance que d'être dépendant d'écouter des films d'action, de violence avec des tueries, ou également des dépendants, par exemple, du jeu de hasard et dépenser des milliers de dollars à chaque année en achetant des billets de loterie pour se sentir exister à travers l'excitation émotionnelle que génère la pensée de pouvoir peut-être gagner une fortune. Donc, il y a des formes de dépendance qui sont moins dommageables que d'autres, qui sont plus sophistiquées, qui sont plus subtiles. Mais il n'en demeure pas moins que l'être humain, s'il veut être libre totalement, il doit être libre de toute forme de dépendance. Et c'est là-dessus que je travaille présentement dans ma vie, parce que j'ai réalisé que au fil du temps, je me suis libéré de la fascination de certains maîtres de la spiritualité qui m'amenaient à fuir la réalité dans l'imaginaire. Parce que pendant que j'étais occupé à m'intéresser, par exemple, aux maîtres ascensionnés, je ne m'occupais pas à ce moment-là des aspects pratiques de ma vie. Donc, lorsqu'on écoute un enregistrement qui est fascinant, bien, on n'est pas occupé à faire l'épicerie ou à faire le ménage du logement. Donc, il y a un détournement de l'attention et de l'énergie qu'a l'individu par rapport à certaines choses. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire d'arrêter d'être dépendant pour dilapider nos énergies par rapport à des choses qui sont inutiles par rapport à soi. Donc, ça limite les dépenses inutiles d'énergie, ce qui fait qu'on a plus d'énergie par la suite pour manifester sa parole, sa créativité, et d'être dynamisé par cela. Et c'est sûr que, éventuellement, à force de se libérer de dépendance, j'en suis venu à la conclusion que l'une des dépendances qu'on peut avoir d'une manière fondamentale, c'est celle à l'égard de notre propre source et d'être fasciné par son propre double et être dépendant quelque part de l'information qui peut venir pour savoir quoi faire dans sa vie. Donc être à la remorque du double au lieu d'initier avec lui la parole et l'amener parfois à sortir du silence en exerçant une parole d'autorité. Parce que si on attend constamment que le double nous donne des informations utiles pour améliorer notre sort, ça se peut qu'on attende longtemps et qu'on passe à côté de certains éléments. Donc, il faut être proactif par rapport à tout. Par rapport à que ce soit de poser des questions à des spécialistes, des médecins, des responsables d'entraînement et même à son propre esprit pour favoriser notre développement et d'améliorer notre sort.
Et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, et j'en ai eu l'exemple récemment, c'est que, à quelque part, le double sert à donner un éclairage intelligent sur notre vie, mais il ne va pas nécessairement constamment nous donner des conseils en vue de nous aider ou nous faire plaisir. Donc, il y a un travail qui doit être fait par nous-mêmes d'observation. Récemment, j'ai discuté avec une personne qui a une sensibilité, parce que c'est une personne qui est médium, pour percevoir le niveau d'énergie. Et la personne a regardé le niveau d'énergie de mon corps, globalement. Donc, il a évalué par le senti la structure énergétique qui entoure mon corps, mon aura. Et tiens, il a remarqué que vis-à-vis mes jambes, le corps d'énergie est plus mince et plus rapproché du corps. Il y a moins de vitalité. Et là, il m'a posé des questions. Il a dit, est-ce que tu as des malformations au niveau des jambes? As-tu un problème avec tes jambes présentement? J'ai dit non. Et là, ce qui m'est venu en tête, c'est que la journée précédente, j'avais fait de l'exerciceur avec des elliptiques, c'est-à-dire des exercices pour faire bouger à la fois les jambes et les bras simultanément, en grande quantité. J'en avais fait pendant à peu près 1 heure. Et là, en lui parlant de ça, il me dit, ouais, c'est ce qui t'a amené à diminuer ton niveau d'énergie des jambes. Et là, tu tombes sur tes réserves énergétiques de survie. Donc, c'est trop. Tu dois faire moins d'elliptiques. Et là, quand j'ai eu cette information-là, qu'une personne interposée m'a partagée, eh bien, c'est sûr que dans ma tête, il m'est venu, bon, ben pourquoi que le double m'en a pas parlé? Que je suis en train de m'épuiser, puis ça fait plusieurs fois que je fais des elliptiques comme ça, et que là, je dépasse un certain seuil où ce que ça diminue la structure énergétique associée à mes jambes et l'affaiblit et l'appauvrit. Donc, ça dégrade l'énergie. Et à ce moment-là, des fois, ce qui arrive, c'est que quand je pose la question intérieurement, ça peut me répondre, ah, ben, tu n'as pas posé la question. Mais là, c'est un cercle vicieux. Parce que là, si je n'ai pas l'idée de poser la question, je ne la pose pas. Et pour avoir l'idée de poser la question, il faut que ça provienne d'une entité qui m'achemine l'idée, parce que la pensée provient d'ailleurs, ou d'une perception physique aiguë qui, en réaction avec cela, m'amène à poser la question. Mais si je n'ai pas l'un de ces deux éléments-là, ben, je ne pose pas la question. Et dans ce cas-ci, je n'avais pas écouté mon corps. C'est-à-dire que j'avais fait des elliptiques pendant 1 heure. Et là, avec cet individu-là, j'ai discuté. Et par vibration, parce que quand on est deux à percevoir la même vibration, ça permet de faire des constats plus objectifs que si on est tout seul. Donc, ça amène un point de clarté si on est deux personnes à canaliser la même information simultanément. Donc, à ce moment-là, j'ai posé la question, est-ce que de faire le même exercice, mais pendant 3/4 d'heure, ça serait plus approprié? Il dit oui. Il dit là, je perçois ton champ d'énergie qui augmente. 1/2 heure, il diminue, c'est pas assez. Donc, autrement dit, je pourrais faire 3/4 d'heure, ça c'est optimal, mais 1 heure c'est trop, ça dégrade ton champ d'énergie associé aux jambes. Donc, à ce moment-là, la durée optimale, dans le moment présent, pour moi, c'est de 3/4 d'heure. Par contre, ce qu'il faut comprendre par rapport à ces lectures énergétiques, c'est que c'est du cas par cas. Une autre personne, ça pourrait être 20 minutes, un autre, ça pourrait être 1 heure et quart. Ça dépend de sa structure physique. Ça dépend de son âge aussi. Donc, c'est sûr que quand la personne a 20 ans versus 90 ans, c'est pas pareil. Donc, l'activité physique doit être adaptée, ajustée. Et ce qui a été perçu à ce moment-là doit être réévalué au fil du temps parce que ma réalité physique change avec le temps. Donc, une réévaluation vibratoire s'impose. Mais cette expérience-là, où est-ce qu'une personne a attiré mon attention sur le fait que l'entraînement physique que je faisais depuis plusieurs mois, qui consistait à faire 1 heure d'elliptique de manière continue, là, sans prendre de pause, était trop. Ça, je ne l'avais pas réalisé. C'est sûr qu'après m'entraîner, je ressentais une fatigue. Et comme c'est une activité qui est similaire à la course, je reçois une stimulation d'endorphine dans mon corps qui est occasionnée par l'intensité de l'activité qui favorise un état de joie dans mon mental, un état de régulation de l'humeur qui fait en sorte que je me sens bien parce que je suis dynamisé par l'activité physique
qui m'amène à avoir une humeur qui est plus agréable de par la stimulation d'endorphines qui sont créées pour compenser la douleur physique qui est engendrée par l'activité physique répétitive dans mon corps. Mais en dehors de ça, n'ayant pas bénéficié de sa perception énergétique, je ne le voyais pas. Donc, ce petit événement m'a ramené au fait qu'il faut être à l'écoute de son environnement et il faut être libre de la forme dans le sens que si on se donne un objectif au niveau de l'ego par orgueil, de dire par exemple, ah ben moi je vais faire 1 heure continue d'activité pour montrer que j'ai de la volonté, j'ai de la force, ben, on peut à quelque part se faire mal si la volonté n'est pas ajustée au senti du corps. Donc autrement dit, dans ce cas-ci, la volonté de faire 1 heure pile d'activité physique était une volonté intellectuelle, c'était une volonté qui n'était pas ajustée au ressenti réel de mes jambes, et c'est en présence de l'autre personne que j'ai ressenti le champ d'énergie et mes jambes, et la fluctuation aussi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que quand il a dit 1 demi-heure, j'ai ressenti en même temps que lui, ah, c'est pas assez. 3/4 d'heure, oui. Il me dit oui, puis je ressenti oui. 1 heure, c'est trop. Je ressens une lourdeur. Fait que vous voyez qu'à un certain point, la vibration est claire, précise, haute, puis à un autre point, elle diminue. Donc, il faut trouver l'ajustement, et ça, c'est un petit peu comme lorsque, par exemple, on écoute de la musique et on déplace le bouton pour le volume du système de son. Donc, si le volume n'est pas assez élevé, on n'entend pas grand-chose. Si on augmente un peu le volume, c'est agréable pour les oreilles. Et si on met trop de volume dans le système de son, bien à ce moment-là, c'est trop, c'est excessif. Et c'est là qu'on gaspille son énergie vitale ou on use prématurément son tympan dans ce cas-ci. Donc, il faut trouver le juste dosage par rapport à l'activité physique et par rapport à notre rapport à l'égard de différentes formes, que ce soit la connaissance, la sexualité et également par rapport à l'instruction supramentale qu'on peut recevoir pour se maintenir dans un état d'équilibre et faire en sorte qu'on soit dans un état d'harmonie avec soi-même et qu'on connaisse le développement optimal de notre être. Et c'est sur ces considérations que je vais terminer cet enregistrement. Et je vous dis au revoir et à bientôt.